bienvenue dans cette édition, une fois encore très chargée, mais nous allons tout d'abord découvrir les principaux titres de ce magazine. Nous parlerons des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie avec les affiches du deuxième tour, l'état du football togolais, ensuite l'état du football togolais, je vous le disais, et drôle de coïncidence, c'est dans ce moment aussi que l'ex-gardien Kodjovi Obilale sort un livre, nous allons parler. Et puis pour le troisième grand titre, c'est un gros plan sur le match PSG Real de Madrid et nous parlerons aussi de l'Euro 2018. Nos premiers intervenants, tout d'abord, le grand Joseph-Antoine Bell, qui n'est plus à présenter. Bonsoir Joseph. Bonsoir José, bonsoir à tous les bienvenue Joseph. Nous avons Saïd Hafizi qui fait son grand retour après quelques bonnes semaines de vacances au Maroc. Oui, bonsoir José, bonsoir à tous. Et Roger Itoto qui est avec nous également après avoir effectué un bon séjour aussi au pays. Oui, bonsoir José. La question de l'FC, justement, Issa Yatou doit-il réformer pendant son intérim à la FIFA? Vous n'hésitez pas, vous intervenez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Le jingle, juste après vous avoir dit que les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 zone Afrique, c'est à la une de l'FC. Et avant d'en parler, voyons la synthèse et l'analyse des matchs retour du premier tour de ce mondial en Russie avec la rédaction d'Africa 24 et c'est un dossier signé Ibrahima Diouma. Le premier tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du monde de football Russie 2018 a pris fin le 13 octobre 2015. Dans la zone Afrique, plusieurs équipes ont émergé, certaines considérées comme des surprises de la compétition. Une nouvelle donne qui montre l'évolution du football sur le continent. Cette année, on a vu qu'au niveau des éliminatoires du mondial 2018, il y a un nivellement des valeurs. Un nivellement des valeurs parce que le football est devenu quelque chose d'important dans la politique sportive de certains États. Ils mettent les moyens et dans un pays où il y a des infrastructures, où il y a la qualité, il faut juste un petit coup de pouce pour permettre au football, surtout aux équipes nationales d'émerger et d'être dans le concert des grandes nations. En plus, il faut noter que ces sélections-là sont souvent dirigées par des sorciers blancs ou d'anciens internationaux qui ont une certaine compétence, mais aussi qui connaissent bien le football africain. Le premier tour des éliminatoires du Mondial 2018 a été disputé entre le 7 et le 13 octobre 2015. Les rencontres du second tour qui aura lieu en novembre sont déjà connues. Les observateurs estiment que toutes les équipes ont leur chance vu les efforts fournis dans la réalisation d'infrastructures sportives ainsi que la formation des jeunes un peu partout en Afrique. Avec le projet FIFA Goal, beaucoup de pays ont bénéficié d'infrastructures, des centres de perfectionnement pour les entraîneurs, mais aussi pour les jeunes. En plus, dans certains pays, on met davantage l'accent sur la petite catégorie. Cela prouve la volonté des dirigeants africains, mais aussi des dirigeants du football africain, à être au diapason de ce qui se fait de bien dans le monde. Le second tour préliminaire de ces éliminatoires se jouera en match aller et retour. À terme, 20 équipes seront qualifiées pour le troisième tour qui se déroulera sous forme de championnat aller-retour. Ce championnat sera organisé en 5 poules. Les 5 représentants du continent à la Coupe du monde de Russie 2018 seront connus à l'issue des matchs de poules. Et nous allons commenter justement le tableau avec nos éditorialistes. Tout d'abord, Joseph-Antoine Bell. Joseph, le premier match justement, c'est Niger-Cameroun. Est-ce qu'il y a une certaine inquiétude à avoir? Nous allons en même temps qu'on voit ensemble les tableaux, quand vous voulez. Allez-y, Joseph. Inquiétude à avoir pour qui, ça dépend. Oui, pour le Cameroun. Pour le Cameroun, non, je pense que chacune des équipes, dites grandes équipes, a simplement besoin de jouer à son propre niveau. Donc, ce n'est pas un problème d'inquiétude, c'est un problème de pouvoir ne pas mépriser son adversaire. Ce sont les règles du sport, il faut respecter ses adversaires. Et respecter ses adversaires veut dire faire tout ce qu'on peut pour pouvoir le battre. Voilà, donc le Cameroun a besoin de se comporter comme cela. Maintenant, il faut savoir que du côté nigérien, on se dit aussi ce Cameroun-là connaît beaucoup de déboires et pourquoi nous, on ne pourrait pas être l'équipe qui va en profiter. Donc voilà.
Saïd, nous allons voir les autres matchs avec vous également. Oui. Mauritanie contre la Tunisie, il y a Éthiopie-Congo, il y a Tchad-Égypte également. Est-ce que vous pensez que l'Égypte peut se redresser? On a constaté que le sport se porte plutôt bien dans l'ensemble en Égypte malgré la crise. Hein. Bah, l'Égypte, ça reste une terre de football. Hein. Face au Tchad, ça devrait passer logiquement. Hein. Après, comme on le voit, il n'y a plus vraiment de petites équipes sur le continent. On voit notamment que Madagascar, ils sont partis gagner en Centrafrique 3-0, qui se sont qualifiés. On voit aussi la Mauritanie qui monte en puissance. La Mauritanie qui va tomber contre la Tunisie, donc ça va être compliqué. Pareil pour Madagascar qui tombe contre le Sénégal. Donc les grosses équipes, comme on les appelle sur le continent, comme je rejoins M. Bell, hein, si elles jouent à leur niveau, ça devrait passer. Mais après, on connaît les excès de confiance, on connaît ces problèmes récurrents-là. Donc attention, il risque d'y avoir des surprises. Voilà, et puis RDC-Burundi, je sais que Roger Toto n'a pas peur du tout. Non, peur non, il faut pas sous-estimer, même surestimer les petites équipes entre guillemets, parce que là c'est sur match aller-retour, parce que là la RDC, c'est vrai que là actuellement la sélection marche très très bien, et en face les Burundiens ils se disent que tout est possible sur ce genre de match. Donc en plus le match aller ça va se jouer chez elle, donc là cette équipe de RDC, il faudra qu'ils puissent prendre cette équipe au sérieux, en étant sérieux pour pouvoir essayer de s'imposer à l'extérieur. Match aller le 10 novembre et match retour le 14. Juste, c'est ça qu'il faut faire remarquer à tous ceux qui nous suivent. C'est que là, c'est pas 2 semaines plus tard, c'est 4 jours plus tard. Et donc, on a besoin d'être très sérieux, très minutieux dans la préparation parce qu'on n'a pas le temps de corriger les erreurs. Donc, il faut faire attention aux erreurs pratiques, aux erreurs d'organisation qui risquent de coûter cher. Merci Joseph pour ces précisions. Avant d'interroger justement Joseph, notre expert sur le football africain des mondiales, retour sur le mondial justement au Brésil, et l'Afrique était représentée, vous allez le voir en image, avec l'Algérie. Il y avait également le Cameroun, il y avait la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Nous allons voir les Camerounais danser dans quelques instants, se congratuler, et Joseph nous dirait est-ce que c'est l'image qu'il a retenue. Si nous y parvenons, nous allons voir tout à l'heure, là il y a une main qui n'a pas été sifflée, mais ça arrive pour les arbitres. Voilà donc les Camerounais. Alors Joseph, outre que le Ghana et l'Algérie qui ont fait forte impression, est-ce qu'on peut dire que les autres nations africaines ont vraiment laissé leur empreinte dans ce mondial au Brésil? Non, non. Généralement, dans les 5 équipes, jusqu'à présent, on a toujours eu une qui va laisser une grande impression, une qui va être à peu près une équipe normale, et puis 2 autres qui passent par la fenêtre et une qui est véritablement à la ramasse. Je crois que ça s'est vérifié encore avec l'Algérie, qui a fait plaisir à tout le monde et qui, on peut dire, a joué au niveau des meilleurs. Le Ghana, qui a été à peu près à son niveau, même si, il était dans une poule difficile, donc il n'a pas pu passer, mais il n'a pas véritablement démérité. Puis vous avez les autres qui ont des fortunes diverses. Vous avez la Côte d'Ivoire, qui n'était pas très fière, mais qui s'est comportée en petit, finalement, parce qu'elle n'a pas passé... même au niveau du jeu, pas simplement de la qualification. Vous avez le Cameroun qui, lui, ne peut pas se targuer d'avoir la tête haute dans cette compétition parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Il s'est fait honte à lui-même et il a fait honte à tout le monde. Et puis vous aviez le dernier, c'était... C'est le Ghana et le Nigeria. Le Nigeria plutôt. Le Nigeria, voilà. Tellement passé inaperçu qu'on peut l'oublier au moment des comptes. Donc c'est presque toujours ça. Aujourd'hui, il s'agit pour l'Afrique d'arriver à passer ce cap-là. Pas une équipe, mais d'en avoir au moins 2. On pensait en 2014 qu'on aurait 2 équipes. On croyait qu'il y aurait le Nigeria ou peut-être le Ghana qui pourrait rejoindre l'Algérie. Mais ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, si on veut faire une analyse continentale, on se dit qu'il va falloir passer ce cap d'avoir plus d'une équipe satisfaisante
sur une Coupe du Monde. Et puis nous allons enchaîner, merci Joseph, le 8 janvier 2010, souvenez-vous, 2 jours avant le début officiel de la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée par l'Angola, le bus de la sélection du Togo, les éperviers, se faisait mitrailler dans la région pétrolifère de Cabinda, une attaque revendiquée justement par les forces de libération de l'État de Cabinda. Des rebelles qui réclament l'indépendance de cette enclave située dans le nord de l'Angola. Et avant d'évoquer le bilan complet, le gardien de la sélection, Kodjovi Obilale, a été sérieusement touché. Il était dans nos locaux. Écoutez ce qu'il dit, car il a sorti un livre. Écoutez. Au fait, c'est un rêve de gamin, donc comme on nous disait toujours, les grands frères du quartier, seul le travail paye. Donc pour nous, si tu travailles, tu auras toujours gain de cause. Donc du coup, de ce fait, je finis les cours. Je faisais des courses dans le sable pour être vraiment performant et costaud. Et aujourd'hui, je vois aussi que ça m'a sauvé la vie aussi lors de l'attentat là. Voilà, il va nous expliquer maintenant pourquoi il a sorti ce livre, cette autobiographie, le concernant. Écoutez. Pour moi, ce livre, c'est comme une thérapie et aussi d'un côté extérioriser un petit peu tout le mal que j'ai gardé en moi jusqu'à aujourd'hui. Donc pour moi, c'est le moment de poser ma valise et de vider mon sac. Voilà, Saïd, une réaction. Ce gardien est devenu handicapé, il marche avec des béquilles. Ça a malheureusement signé la fin de sa carrière. Ce qui est profondément choquant dans cette histoire-là, c'est surtout la façon dont il a quémandé, entre guillemets, un peu de reconnaissance, un peu de suivi de la part de sa fédération, de la part de la CAF, etc. Et que finalement, rien ne s'est passé. Et qu'il a continué à quémander, et que finalement l'indemnité, ne serait-ce que pécuniaire par rapport à la fin de sa carrière et à ce qui lui est arrivé, il a perçu de la FIFA, il a perçu 72 000 € de la FIFA. Donc ça, c'est par rapport à sa carrière qui, vraisemblablement, était plus ou moins prometteuse, mais c'est profondément scandaleux cette histoire-là. Et ce qui est d'autant plus scandaleux, c'était le comportement notamment d'Issa Hayatou, permettez-moi de le signaler, qui par rapport à cet attentat-là, on se rappelle que l'équipe du... On a l'impression que vous avez déjà lu le livre. Non, je ne l'ai pas lu, j'ai juste suivi un peu ce qui s'était passé à l'époque. Et Issa Hayatou, on se rappelle de sa décision, l'équipe du Togo, suite à l'attentat, avait refusé de participer à la Coupe d'Afrique, fort logiquement. Donc il y avait eu des blessés, ils se sont fait tirer dessus, il y a eu des morts. Donc ce qui s'est passé, Issa Hayatou a sanctionné cette équipe-là du Togo sur 2 compétitions. Et il a fallu la pression de la FIFA et de d'autres organisations pour pouvoir réintégrer le Togo. Donc ça, c'est scandaleux. Si on pense une seule seconde, je termine rapidement. Moi, je ne suis pas là pour défendre Issa Hayatou, attention, mais il y a quand même un comité exécutif à la FIFA, à la CAF. Il n'est pas seul à prendre des décisions, après tout. Il n'est certes pas seul à prendre, mais si on, par exemple, on transposait le problème et qu'on mettait ça, notamment, prenons l'équipe de France ou une autre équipe européenne, elle se faisait mitrailler demain, elle ne va pas à l'Euro. Est-ce qu'on dirait, parce que vous n'avez pas été à l'Euro, vous allez être sanctionné de 2 € consécutifs? C'est profondément illogique. Avant de retrouver Joseph, Roger, un petit mot, parce que Issa Hayatou n'est pas seul à prendre des décisions. Oui, mais c'est dur. J'aurais préféré que la CAF essaie de moi de faire un geste par rapport à l'ancien sportif. Et ça me touche parce que là, sa carrière s'est arrêtée par rapport à ce qui s'est passé. Et très fier parce que c'est courageux ce qu'il a fait de cette thérapie, d'avoir écrit le livre pour qu'il puisse un peu se débarrasser de ce poids qu'il avait en lui. Et donc en espérant qu'il y aura des gestes qui seront quand même faits, même si c'est avec beaucoup de retard par la CAF par rapport à l'ancien sportif qui était. Avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, parce que Joseph veut dire quelque chose, un bilan très lourd, l'entraîneur adjoint et le chef de presse de la délégation togolaise avait été tué, plusieurs joueurs touchés comme Serge Akakpo, touché au dos, et Kodjovi, lui, il a été touché au rein, vous le savez, il a été transporté dans un hôpital en Afrique du Sud. Et justement, écoutez ce qu'il dit, vous savez que ce jeune, pour devenir pro, eh bien, il s'entraînait sur une plage au Togo, il faisait 10 km, il allait jusqu'à la frontière du Ghana. Écoutez ce qu'il dit. La CAF était forcément fautive d'avoir donné la compétition à un pays dont une partie est en guerre et d'avoir accepté d'y mettre un groupe pour des raisons politiques
il ne serait venu à l'idée de personne, pour ceux qui connaissent la France, que la Coupe du Monde de 98 eut un match ou un groupe basé en Corse. Alors qu'on sait qu'il y a des problèmes et que les séparatistes pourraient en profiter pour se manifester. Donc je crois que la CAF avait accepté au moment de l'organisation de jouer un mauvais rôle. Ce qui est regrettable, c'est que quand ça s'est passé, la CAF ait pris la mauvaise décision de sanctionner le Togo en plus. Et c'est là, quand vous dites, José, que Issa Hayatou ne prend pas les décisions tout seul, moi je suis d'accord, mais c'est précisément ce qu'on reprocherait aux Africains, de tout abandonner à un seul cerveau. Et Issa Hayatou lui-même ne se dédouane pas. C'est-à-dire que logiquement, il y a des commissions et ça aurait dû être une décision d'une commission et une décision que Issa Hayatou soutiendrait parce que c'est sa commission, mais pas parce que c'est lui. La commission doit pouvoir prendre des décisions indépendantes et lui, le président, être un recours gracieux pour tout le monde. Or, ça ne se passe pas comme ça se passe comme si lui, par avance, dit ce qu'on va faire et tout le monde pense que ça se passe comme ça. Et donc, les présidents africains, les présidents de fédération qui étaient à cette compétition ne se sont absolument pas sentis concernés par ce qui arrivait aux Togolais. Il a fallu que des mois plus tard, parce que le Togo menaçait, avec la sanction de saisir un tribunal en France, que ce soit le président de la FIFA qui intercède pour utiliser une grâce qui ne lui est reconnue nulle part, mais pour venir au secours des Togolais. Et qu'à ce moment-là, on l'accepte. C'est-à-dire que nous-mêmes, en Afrique, nous continuons à nous comporter comme les colonisés que les autres veulent que nous soyons. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de gracier les Togolais, on avait déjà le pouvoir de ne pas les sanctionner, on les a sanctionnés. On avait le pouvoir de les gracier, on ne les a pas graciés et on a attendu que ces Blatter viennent pour les faire gracier. Et aujourd'hui, on voit bien dans le comportement, dans ce qui arrive, c'est-à-dire que ce soit la FIFA qui soit la première à venir au secours d'un footballeur africain touché dans une compétition africaine. Ouais. En tout cas, et là, vraiment, c'est dommage qu'on en arrive là. Ce sont des faits, ce n'est pas un sentiment. Là, je suis en train de décrire des faits qu'on ne peut pas nier. Tout à fait, mais avec votre analyse, je suis quasiment d'accord, parce qu'effectivement, il devrait y avoir une commission qui devrait s'y pencher. En tout cas, nous aurons l'occasion de revenir sur cette interview, car elle est assez longue. Nous allons vous passer des extraits dans les journaux, mais aussi dans le magazine. Avant de remettre l'antenne pour une pause, juste vous dire quelques mots sur le CHAN. Ce lundi, il y aura Tunisie contre la Libye. Jeudi, Libye-Maroc. Et puis, il y aura un certain Tunisie-Maroc. Ce sera le dimanche 25. Et puis, les U17 sont au Chili avec de bons résultats. Le Nigeria qui a battu les États-Unis 2-1. L'Angleterre qui a fait match nul avec la Guinée 1 but partout. Belgique qui a fait match nul avec Mali 0-0. Et puis, ce lundi, Afrique du Sud, Costa Rica. Et puis, demain, plutôt mardi 20. Il y aura un certain Chili, Nigeria, République de Corée contre Guinée et mercredi 21, Équateur, Mali. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour faire un gros plan sur le Togo. À tout de suite.